Et on peut les applaudir. Mesdames et messieurs, pourquoi du coup ne pas commencer par la fin? En fin de cette conférence, vous aurez les équipes de la CCI Essonne qui viendront vraisemblablement vous solliciter. Réservez-leur un bel accueil de façon à ce que vous puissiez dire votre vérité sur ce que vous avez vécu. C'est la première chose. J'en profite pour vous dire que toujours au terme de ces conférences auxquelles vous assistez, il y a un livre d'or. Et que ce livre d'or vous attend précisément aussi pour entendre vos remarques, vos critiques, elles sont les bienvenues, vos aspirations et vos envies. Voici donc un nouveau numéro de Regard et des hommes. Le cerveau. Rien de plus égal ou de plus inégal que voilà. Chez certains d'entre nous, il est tout, il est rien chez beaucoup. Je ne désigne personne en disant cela. Mais admettez quand même avec moi qu'on a quand même beaucoup plus de raison et d'aisance à se plaindre de sa mémoire que de son intelligence. Et que la langue française refuse à désigner le cerveau, qu'elle va exactement, placer dans différentes nuances pour faire comprendre plusieurs de ses fonctions. Par exemple, on a mal à la tête. À la limite, on accepterait d'avoir mal au crâne. Mais voyez-vous, jamais on ne désignera l'organe, l'os plutôt que l'organe. Pour s'excuser de notre ignorance, on a inventé la bosse des maths. Personne ne sait absolument où elle se situe, mais dire qu'on ne l'a pas nous permet d'avertir l'autre des ignorances intercontinentales dont nous sommes le siège. Du coup, pour dire qu'il est en compote, on préfère ne pas parler du cerveau. On va désigner uniquement sa partie la plus infime et on dira « il ne me reste que 2 neurones en fonction ». Sous-entendu, j'en avais au moins 3. Lorsque l'on est en colère, on passe sur une métaphore branchée, électrique, et vous dites « j'ai les fils qui se touchent » ou bien « je pète un câble ». Et vous voyez, on n'est toujours pas dans le cerveau. Lorsqu'il devient subtil, il devient esprit. À ce moment-là, il fait tourner les tables. S'il est herculéen, on va parler de mental. Et voyez-vous, tout ceci m'amène à dire qu'on se demande toujours où placer l'âme. Est-ce du côté du cerveau ou du côté du cœur? Si c'est entre les deux, ça nous range au niveau de la clavicule, ça donnerait une rime assez pauvre. Et du coup, on préfère toujours que ce soit près du cœur plutôt que près du cerveau. Voyez-vous, les connaissances sur notre cerveau ont augmenté de façon astronomique ces 5 dernières années. Les savants ont réalisé vraiment là-dessus des révolutions. Et nous sommes au seuil de connaissances extraordinaires qu'ils sont en train de mettre en œuvre et de découvrir. Depuis 30 ans donc, l'humanité a capitalisé des connaissances comme jamais dans son histoire sur le cerveau qui nous habite. Vous voici donc réunis pour ce nouveau numéro intitulé « Le cerveau, cet inconnu qui nous gouverne ». C'est une invitation qui vous a été lancée par les équipes de la CCI Essonne et par son président, Philippe Lavial. Je vous demande de l'accueillir. Merci beaucoup pour ce chaleureux accueil, merci bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu si nombreux à chaque fois. C'est un vrai plaisir de vous accueillir aussi nombreux à cette 6e édition des conférences des Regards et des Hommes. Une parenthèse qui nous permet à nous de souffler et de réfléchir à tête reposée. En effet, ici, c'est dans notre chambre, comme dans toutes les CCI de France, nous traitons quotidiennement de sujets concrets, recherche de compétences, recherche de financement, de marché à l'étranger, recherche de nouveaux produits, recherche de porteurs de projets. Nous aimons aussi sortir de notre quotidien, aborder des questions de tous les jours, mais sous un autre angle, et prendre le temps d'échanger et de réfléchir, et de faire cela avec vous, ensemble. Merci donc à nos 3 intervenants de partager leur savoir, leurs expériences, et merci à vous tous de prendre ce temps de réfléchir avec nous. Nous savons qu'en ce moment, nous vivons une époque bouleversante, où chacun est en quête de sens à sa vie. Une vie qui, bien entendu, n'a pas de sens sans espoir, et pas d'espoir sans progrès. Alors le progrès, comment peut-on faire mieux qu'avant? Ça, vous le savez, dans nos entreprises, on met en place des process d'amélioration continue. Comment faire mieux avec moins de moyens?
Ça, depuis les années de crise, on est tous un peu rangés à ce genre de challenge. Hein. Et comment faire mieux avec l'âge? Un peu moins de capacité, par contre, beaucoup plus d'expérience, bien évidemment. Donc, l'histoire de l'homme, l'évolution de l'homme s'est construite au rythme du développement de son crâne, de sa boîte crânienne. Alors aujourd'hui, on va demander à nos experts, on veut avoir un peu le savoir-faire sur le cerveau humain. Comment fait-on un grand champion? Comment fait-on un meneur d'hommes charismatique, un expert renommé, un artiste éblouissant? Comment fait-on aussi un homme heureux? Et en quoi tous ces cerveaux sont-ils différents? Nous comptons donc sur nos invités ce soir pour nous éclairer sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez bien, je voudrais lancer un challenge. C'est qu'après ces éclairages et nos échanges, nous sortions d'ici plus expérimentés, plus instruits, et je l'espère en ayant conscience d'avoir un peu chamboulé notre moi intérieur, en étant plus heureux de cette avancée personnelle. Donc je vais vous souhaiter une excellente soirée, et n'oubliez pas la phrase de Léonard de Vinci, « Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. » Merci. Je vous propose, pour illustrer, comprendre, ressentir encore ensemble, à la fois la complexité de notre cerveau, mais également sa fragilité, 4 petits guet-apens, dans lesquels ensemble nous tomberons avec joie. Premier guet-apens, il s'agit d'un premier test. Vous allez voir, il est très simple. Je vais vous demander de bien vouloir dire à voix haute la couleur des lettres dans laquelle le mot est écrit. Donc c'est simple. Vous allez voir apparaître un mot. Quelle est la couleur des lettres dans lesquelles il est écrit? Vous êtes prêts? Attention. Premier mot, le voici. C'est drôle. Alors, maintenant, vous voici évidemment aguerri. Regardez, vous dites, attention, la balle suivante, je ne vais pas la rater. Top, c'est parti. Donc, 2 fois averti, on en vaut 3, c'est parti. Bravo. Deuxième test. Deuxième test, c'est, vous voyez comme on est fragile, en fait. C'est ça, c'est juste ça. On est extrêmement fragile. Pourquoi? Parce que, mais on nous expliquera vraisemblablement, nous avons emmagasiné plein de choses auxquelles nous croyons et nous anticipons les choses. Poursuivons. Deuxième test. Pour les messieurs, mesdames, vous pouvez jouer. Voici 2 portraits d'une personne identique. Elle est blonde, magnifique, elle est belle. Vous aurez à chaque fois un portrait à gauche, un portrait à droite. Et a priori, il est identique. Je vous demande simplement ceci. Messieurs, mesdames, préférez-vous celui de gauche ou celui de droite? Vous aurez 5 secondes pour vous prononcer et nous faisons le tri après. Allons-y. Test numéro 2. Une personne s'affiche, portrait de gauche ou de droite? 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames, messieurs, portrait de droite, qui le préfère? Levez la main. Portrait de droite. Merci. Beaucoup. Portrait de gauche. Et il y en a un peu moins. Croyez-moi sur parole, mais il y en a un peu moins. Je dirais, il y a 2 fois moins de personnes qui préfèrent le portrait de gauche que le portrait de droite. Voyons maintenant la différence et où se niche-t-elle et pourquoi majoritairement préfère-t-on le portrait de droite? Ce qui change, c'est l'exercice de la pupille. Elle est dilatée ici, elle ne l'est pas là. Lorsqu'une personne vous regarde, et vous regarde avec une pupille dilatée, vous percevez un intérêt supérieur que l'on vous porte par rapport à une personne qui vous regarde sans pupille dilatée. Valable pour les hommes, mesdames, l'inverse est exact aussi. Troisième test, je vous l'adresse, mesdames, c'est un test intellectuel. J'ai besoin d'une personne volontaire, simplement pour lire un texte, si vous l'acceptez. Voilà. Y a-t-il une personne qui accepte on va vous aider, hein, ne vous inquiétez pas, mais y a-t-il une personne qui accepterait de... Oui, merci beaucoup, monsieur. Merci, voilà. Allons-y, j'avais dit une dame, merci. Allons-y, vous êtes prêts? Donc un texte va s'afficher, vous allez voir tous ensemble, on va pouvoir lire ce texte. C'est parti, test numéro 3, la lecture. Allons-y. La CCI Essonne. Oui.
organise 2 fois par an des rendez-vous de haut niveau Des- destinés à son public. Les thèmes varient. Aussi. La qualité des intervenants, j'imagine, oui, s'affirme toujours et exceptionnelle. Elle est à li- l'image oui. des équipes qui mettent en place ces événements. Aujourd'hui, les experts se penchent sur le cerveau. Bravo, et on vous applaudit. Regardez, tout est dans le désordre. Non seulement la traduction se fait presque immédiatement, mais la lecture est aisée. Vous imaginez donc tout ce qu'il doit y avoir dans la machine. C'est juste ça que j'aimerais que vous compreniez, parce qu'après, on va vraisemblablement nous apporter des éléments d'explication, quand elle marche et quand elle ne marche pas. Dernier point. Connaissez-vous le test du gorille? Ceux qui le connaissent lèvent la main. Test du gorille. Je vais vous demander, si vous le permettez, mesdames et messieurs, de laisser profiter tous les autres. Regardez bien. Le test du gorille est assez simple, test numéro 4, et c'est pour tout le monde. Vous allez avoir devant vous 2 équipes de basket. Elles vont faire des passes. Je vous demande ceci. Concentrez-vous sur l'équipe en blanc. Et je vous demande de compter le nombre de passes que va réaliser l'équipe en blanc. Je répète, 2 équipes de basket, une noire, une blanche. L'équipe en blanc, vous vous concentrez et vous comptez le nombre de passes qu'elle va réaliser. Vous êtes prêts? Attention, dans 4 secondes, cela va démarrer. Nombre de passes que réalise l'équipe en blanc, c'est parti. « 13. Parfait. Question subsidiaire. Mesdames et messieurs, avez-vous vu le gorille? Qui l'a vu? Quelques-uns, mais regardez, très rare. Et je vous assure que le gorille a pris le temps d'arriver, de vous saluer et de partir en faisant ceci. On revoit le film, regardez bien, c'est extraordinaire. C'est parti. Ceci s'appelle simplement de la cécité relative. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous étiez concentré sur un objet moins important que la scène globale. Votre cerveau était à la manœuvre là-dessus et toute votre attention était tenue. Et lorsque vous vous dégagez et prenez de l'altitude, vous revoyez la scène autrement. De là à dire que vous n'allez pas pouvoir faire 2 choses en même temps, je laisserai la réponse à nos experts. Je vais vous demander d'applaudir le premier d'entre eux, Monsieur Pierre-Marie Liédot. Monsieur Liédot, merci beaucoup, Pierre-Marie, d'être avec nous. Je vous en prie, mettez-vous là. Alors écoutez, je vous dis merci d'être parmi nous et je vais vous dire pourquoi, très sincèrement, parce que vous êtes professeur à Harvard. Et voyez-vous, d'abord, personnellement, ça m'a toujours fait rêver, mais surtout, je vous imagine là-bas avec vos étudiants. Or, vous êtes notre voisin et pour une fois, vous vous installez en face de nous pour nous faire partager votre savoir et ça, je vous en remercie vraiment. Alors, qu'avez-vous fait? Aujourd'hui, vous dirigez le laboratoire Gènes et Conscience, ce qui nous ramène à une question centrale du partage entre l'inné et l'acquis, Gènes et Conscience. Quand on voit votre palmarès, j'ai envie de dire votre palmarès, vous cumulez les titres et les récompenses et vous êtes à l'origine, sinon dans les réseaux, de ceux qui ont découvert les grandes avancées sur le cerveau sur ces 5 à 10 dernières années. Et vous n'auriez... On est plusieurs. Vous êtes plusieurs, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis réseau. Hein. Et en plus, j'ajoute, vous n'auriez jamais dû être là. Vous rêviez, vous, tout petit, d'être footballeur. Oui. Et vos parents vous ont dit, pas question. Donc vous avez dit, d'accord, donc je choisis Normal Sup, comme tous les footballeurs qui ne voulaient pas l'être. Et du coup, vous voici ici, merci. J'ai une question. Lorsque vous regardez la télévision et que vous regardez un match de football, tous vos savoirs accumulés aujourd'hui changent-ils la façon dont vous regardez le match de football? Un tout petit peu. C'est-à-dire?
Notamment, on sait aujourd'hui que nous avons tous hérité d'une partie du cerveau que l'on qualifie rapidement de cerveau social, c'est-à-dire c'est le cerveau qui est préférentiellement activé lorsque l'autre en face de nous bouge une main, bouge un pied. Et donc, je comprends mieux maintenant pourquoi je peux être parfois anxieux quand je regarde les mauvaises passes ou la frustration que peut sentir le téléspectateur devant la télé, parce qu'il a une partie de son cerveau qui est activé comme si lui-même était un acteur de cette partie de match. Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi vous avez toujours besoin de vous lever, de grignoter des chips ou de boire une bière. Tout simplement, c'est une frustration liée à cette partie du cerveau social dont peut-être on abordera aujourd'hui les tenants, les aboutissants. Merci beaucoup. Deuxième invité, je vous demande de l'applaudir, Monsieur Jean-François Mangin. Bonsoir, Monsieur Mangin. Merci d'être venu avec votre cerveau. Demi, je vois. Je vous en prie. Monsieur Mangin, vous êtes directeur de recherche au CEA. Vous êtes notre voisin. Vous travaillez dans le centre Neurospin, centre de recherche dédié au cerveau. Je vais le dire avec mes mots, si vous le permettez. C'est un centre qui a pour ambition de devenir une sorte de cap canaveral de la connaissance fondamentale de cet organe. Je me trompe en disant ça ? Oui, l'idée, il y a un pari derrière ce centre, c'est de créer le futur CERN du cerveau. Le futur CERN du cerveau, voilà. Deux objectifs, bien sûr comprendre comment le cerveau fonctionne, mais également travailler sur les pathologies de ce dernier. Ce qui facilite vos recherches, et vous me l'avez dit, c'est l'essor de l'imagerie anatomique, et là-dessus, vous allez bientôt être équipé du plus puissant des IRM jamais construits dans le monde. Je me trompe en disant dans le monde ? Oui, dans le monde. Et il va vous permettre donc d'avoir des images ultra précises du fonctionnement du cerveau in vivo. Voilà, il va nous permettre de zoomer comme les télescopes spatiaux ont permis de zoomer vers les étoiles. Votre spécialité, c'est aussi le plissement du cortex. Et vous vous êtes interrogé pour savoir, y a-t-il un plissement standard de notre cortex ? Et vous arrivez à la conclusion actuelle, en tous les cas, que nous serions tous singuliers. Première réponse. Deuxième réponse, cette singularité se modifie au fur et à mesure de circonstances. Je vais le dire avec des mots très vagues, volontairement. C'est exact ? Effectivement, aussi curieux que ça puisse paraître, notre cerveau n'est pas figé. Il évolue dans le temps en fonction de ce qui vous arrive, de vos comportements. Même à un niveau macroscopique, on peut avoir des plissements qui s'agrandissent, qui diminuent. D'accord. Vous nous expliquerez tout ça, et puis vous avez une phrase magnifique. C'est la suivante. J'ai découvert, dites-vous, que le cerveau est tellement compliqué que l'intelligence a des difficultés pour le comprendre. Du coup, on aurait une course à l'armement possible. Développer notre cerveau pour le comprendre, devenant plus développé, il est plus complexe, on le comprend moins, à moins que nous développions une machine si complexe qu'elle puisse nous comprendre. Ce serait ça, l'avenir ? Déjà, il y a deux niveaux. Il y a une communauté qui essaie de comprendre le cerveau, donc ce n'est pas une seule intelligence. Mais après, en fait, effectivement, moi, mon ambition, c'est de trouver une manière de mettre l'ordinateur au service de cette communauté en utilisant des outils d'intelligence artificielle qui se battent avec des problèmes qui dépassent l'entendement humain. Parfait. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être parmi nous. Troisième invité, Monsieur Bernard Faure. Je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Monsieur Faure, vous êtes d'abord un athlète de haut niveau. Et vous êtes aussi un coach de haut niveau. Athlète de haut niveau, champion de France de marathon dans les années 80, début des années 80. Puis ensuite, vous devenez, à votre tour, entraîneur. Notamment celui de Bruno Léger, si mes informations sont exactes, double champion de France de semi-marathon. Puis ensuite, vous devenez préparateur physique d'une équipe de rugby. Ce sera Brive en 95. 2 années plus tard, vous la conduisez jusqu'à être championne. Pardon, elle remporte la Coupe d'Europe, c'est ça, de rugby, hein ? Je n'étais pas seul. Et vous n'étiez pas le seul, on est d'accord. Mais enfin, vous y avez participé. Puis ensuite, vous entraînez Bourgoin, Gloucester, puis Toulouse, le Toulouse Football Club, et vous êtes également consultant à la télévision pour l'athlétisme sur France 2 et France 3. Et enfin, vous développez des programmes de course à pied, pour les amateurs, semi-amateurs et pour les professionnels. Ma question est la suivante. Dans votre langage revient souvent la notion d'harmonie. Il faut, dites-vous, dans un entraînement ou dans une compétition, être en harmonie. Et vous ajoutez, la notion de plaisir change lorsqu'elle est racontée, le plaisir dans l'effort, lorsqu'elle est racontée par un coureur à pied ou un coureur cycliste. Et enfin, vous dites, quand un record est établi ou une performance est signée,
L'athlète qui signe cette performance a vécu un état de grâce dont il ne se souvient pas. Force, énergie et grâce coulaient. La performance était là. Il est incapable de dire en conscience comment il y est arrivé. Tout était parfait, mais peut-il le répéter? Voilà le problème. Ma question est la suivante. Dans ce pilotage automatique, considérez-vous que le cerveau de l'athlète peut être le muscle du muscle, c'est-à-dire celui qui parvient à remettre de l'énergie dans des muscles déjà chauffés à blanc? Je pense surtout que c'est le titre du débat ce soir, c'est cet inconnu qui nous gouverne. Et je suis assez séduit, moi, par les théories d'un physiologiste sud-africain, Tim Noakes, qui parle de la théorie du grand gouverneur. Donc je dirais qu'on peut des fois suggérer des choses, faire que sur certaines parties un petit peu inconscientes, il peut apprivoiser, je dirais, certaines approches qui seront plus familières après, mais je crois qu'on ne peut pas maîtriser celui qui nous gouverne. Il n'est pas question de le maîtriser, mais d'être très très humble, essayer de découvrir un petit peu, de sentir un petit peu, je dirais, ce cerveau qui régit tout, ce qui est conscient, ce qui est inconscient, et d'essayer de humer avec beaucoup d'humilité, je pense, et je crois que c'est une aventure très intime et très personnelle. Parfait. Au fur et à mesure, bien sûr, tous les trois, vous intervenez de façon exceptionnelle, mesdames et messieurs. Cette conférence, ce rendez-vous, va être un tout petit peu différent, à la marge. Et il a de ses raisons. Monsieur Mangin, Monsieur Liédot m'ont demandé la possibilité de pouvoir vous exprimer pendant 10-15 minutes les toutes dernières découvertes réalisées pour le cerveau. Nous devons nous mettre à jour. Il y a des idées reçues qui doivent exploser. Voilà pourquoi, avant que vous puissiez avoir la parole et leur poser les questions, nous allons dans une première partie, si vous le permettez, quoi de neuf sur le cerveau. Nous donnons la parole à Monsieur Liédot, je vous donne également la petite zapette, de façon à ce que vous puissiez nous expliquer ce qu'il y a fondamentalement de neuf dans le cerveau depuis ces 5-10 dernières années. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être là si nombreux ce soir pour traiter d'un problème finalement assez simple ou complexe, ça dépend comment on veut l'aborder. Mais comprendre le cerveau, je dirais en guise de préambule, c'est répondre à l'injonction de Socrate, connais-toi toi-même. Et connaître son cerveau, c'est pas uniquement se connaître, mais c'est aussi connaître les fondements de la société. C'est comment comprendre nos interactions avec l'autre. Je parlais tout à l'heure de la partie de notre cerveau qui gère ces interactions sociales. Comment, dans le monde des entreprises, nous devons voir aujourd'hui ce tsunami qui arrive dans les risques psychosociaux. Pourquoi aujourd'hui, quand on prend une fenêtre de la population entre 18 et 65 ans, y a-t-il 30% de gens concernés par les maladies neurologiques ou psychiatriques. Vous voyez qu'on va, je pense, durant cette séance aujourd'hui, parler de ces deux dimensions, ancrée dans la matière, la neurologie, les circuits, puis vous avez une dimension, tout à l'heure on a fait allusion à l'âme, ou la psyché, selon que l'on veut utiliser un terme profane ou sacré, et ça c'est la dimension psychiatrique. Est-ce que parfois les comportements peuvent se réduire à des entités telles que de la chimie ou des signaux électriques? On va essayer de brosser tout ça ce soir, je pense. Et en guise de préambule, j'aimerais attirer votre attention sur 3 faits. Le premier est, puisque je dois répondre à cette idée que faisons l'état des lieux dans le domaine des neurosciences, quelles sont nos surprises aujourd'hui? Bien, la première, c'est de se rendre compte que notre cerveau est un organe qui est malléable, plastique, qui est reconfigurable. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de l'utilisation que vous allez faire de ce cerveau, quand vous utilisez des ordinateurs, quand vous allez vous adonner au sudoku pour la première fois, quand vous allez apprendre une nouvelle langue, quel que soit votre âge, il y aura des traces qui vont être laissées dans votre cerveau. On a tous intuitivement cette idée que notre cerveau a atteint une certaine complexité au cours de l'odyssée de l'espèce humaine qui lui a permis d'inventer des outils. Bien, aujourd'hui, un des premiers points que j'aimerais illustrer dans qu'est-ce qui est neuf aujourd'hui dans le domaine des neurosciences, bien, c'est cette idée qu'en retour, les outils que nous allons utiliser façonnent notre cerveau. Donc notre cerveau est informable
est déformable. On parlera tout à l'heure de forme avec l'exposé du docteur Mangin, mais ici, en guise de préambule, notre cerveau est informable et déformable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire que nous sommes tous voués à nous adapter au monde qui évolue autour de nous. Par essence, nous sommes la seule espèce qui changeons radicalement le monde dans lequel nous évoluons. Pensez-y, des ingénieurs inventent des machines qui nous permettent de nous porter à distance en quelques heures, 6-10 heures, vous vous retrouvez à 10 000 km, avec un changement radical de l'horloge biologique, mais aussi de la saison. Vous pouvez passer du printemps en automne si vous passez l'équateur, etc. Donc nous vivons dans un monde qui, par essence, bouge. Même quand vous ne voulez pas voyager, les ingénieurs autour de vous, les architectes vont faire que des bâtiments vont être construits. Donc nous vivons dans un monde qui, par essence, bouge. Eh bien, la condition sine qua non de l'être humain dans ce monde-là, c'est lui-même de bouger, dans son cerveau, de s'adapter. On revisite aujourd'hui les maladies psychiatriques telles que l'anxiété et la dépression comme étant des maladies de la maladaptation. Le sujet n'est plus adapté. Vous voyez, donc c'est le mythe de Sisyphe revisité. Nous devons remonter notre rocher en permanence. Ça, c'est le premier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention. J'aimerais montrer tout à l'heure quelques données précises qui montrent combien notre cerveau, quel que soit l'âge, puisque dans notre laboratoire, pour les cerveaux les plus âgés que nous ayons pu observer, je vous rassure de suite, de façon post-mortem, ces cerveaux avaient 89 ans. Eh bien, nous pouvions trouver dans ces cerveaux de 89 ans des neurones qui venaient de naître il y a 3 ou 4 semaines. Vous voyez ? Donc vous comprenez aujourd'hui pourquoi quand vous écoutez dans votre poste de radio un monsieur Jean d'Ormesson, alors je vais essayer de balayer de gauche à droite le paysage politique, donc un Jean d'Ormesson à ma droite, un Michel Serres ou Michel Rocard au milieu, puis à ma gauche un Stéphane Hessel, alors lui on va le mettre au passé maintenant, mais quand vous les écoutiez, ou quand vous les écoutez, eh bien vous avez l'impression d'avoir des éternels adolescents qui se nourrissent de la complexité du monde dans lequel nous évoluons, cette fameuse dynamique sur laquelle j'ai essayé de démarrer mon préambule. Et donc vous voyez ce qui se passe dans un cerveau qui se pose des questions et qui tire plaisir, non pas à se mettre dans une position réfractaire, « Oh, les jeunes, oh, l'art moderne, j'y comprends rien, tout ça c'est nul ». Non, chercher à comprendre cette dynamique et trouver un certain plaisir à solutionner ces problèmes fort complexes. En revanche, nous avons des cerveaux de 30 ans qui montrent plus aucune création de nouveaux neurones après l'âge de 20 à 25 ans. Donc, si vous voulez, le cerveau, il a l'âge que vous voulez lui donner. Ça, c'est mon premier point. Et ce sont des découvertes relativement récentes. Je ne vous parle pas de la préhistoire. Elles ont à peu près 10 ans. Deuxième préambule.